Je suis ravi de vous accueillir à l'Hôtel de l'Industrie. Quelques mots sur l'Hôtel de l'Industrie et sur la conférence de ce soir, les liens qu'on peut trouver entre les deux. Alors l'Hôtel de l'Industrie, ça appartient à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a été créée en 1801. Donc on fête cette année les 220 ans de l'association, et on est ici à peu près depuis 1850. Et ça a été créé par Chaptal, par Bonaparte, par tous les grands noms scientifiques de la société civile en 1801, politiques, scientifiques, industriels, économistes. Et puis c'est vrai qu'on est à Saint-Germain, dans un lieu qui est quand même un lieu culturel, mondialement connu. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, nous, société d'encouragement, eh bien, au 19e, au début 19e, la société est dirigée par des chimistes. Donc on a quelque part un peu contribué à l'art moderne, à l'art impressionniste, parce que la peinture, finalement, c'est beaucoup de chimie. Donc il y a des couleurs, la manière de peindre a changé parce qu'on a trouvé une nouvelle couleur. Je vous donne juste un exemple, c'est le bleu guillemet. Le bleu guillemet, c'est un concours qu'on a lancé parce qu'avant, pour faire du bleu, il fallait avoir des pierres précieuses pour faire ce bleu, et ça coûtait, je sais pas, ça coûtait une fortune. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas, avec la chimie, faire un bleu qui ne coûte rien? Et Guillemet, le musée Guillemet, bon, c'est parce que je crois que c'est sa femme qui est meilleur contemporain, il a fait fortune parce que justement, il a divisé par 100 ou par 1000 le prix du bleu. Voilà. Donc le lien entre la culture et la science. Un autre endroit, on peut en trouver beaucoup, mais je vais être court parce que c'est pas moi qui fais la conférence, hein, excuse-moi. Deuxième, parce que voilà, j'adore ton travail, et puis c'est très graphique, c'est très visuel, etc. On parlait d'images tout à l'heure. Donc à l'étage, c'est là que les frères Lumière ont présenté pour la première fois le cinématographe. Louis Lumière, qui vient faire une conférence sur la photographie en couleur, parce que son père avait une usine de plaques photographiques. Et il y a un prix Nobel, il y a un type qui a eu le prix Nobel justement parce qu'il a inventé la photographie en couleur. Là, c'est quasiment des photographies en couleur. Et donc, et les premières images photographiques en couleur de Louis Lumière sont extraordinaires. Et à la fin du truc, il dit, voilà, j'ai bidouillé un truc, je vais vous montrer la sortie de l'usine de mon père. Je vous bassinais avec mon père, il en a marre, voilà, je vais vous la montrer. Il dit Magnéto Serge, je ne sais pas s'il s'appelait Serge, il appuie sur un bouton, et on voit la sortie des usines Lumière. Première fois, dans cette salle en haut, où les gens voyaient avant on regardait dans un trou de serrure, voilà, maintenant on voyait ça en grand. Voilà, donc c'est un lieu culturel. Et alors dans la salle, il y avait Léon Gaumont, qui avait 30 ans comme Lumière, et qui lui a monté sa boîte et a fait fortune, alors que Lumière a arrêté le cinéma en 1900. Pour vous dire que c'est un endroit où il se passe des choses fondatrices. Et il y a des jeunes dans la salle, et peut-être que ta conférence va leur donner des idées, et que ça donnera lieu à une start-up, à une nouvelle industrie, etc. Voilà. Parce que Jean, il est visionnaire, donc il faut... Voilà. Merci en tout cas à toi d'être dans la transmission et de faire passer ces messages. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bien, je vais essayer, d'abord, bonjour, mesdames, messieurs. Je vais essayer d'être dans la tradition, de ne pas vous décevoir. Je vais vous raconter une histoire qui est en fait celle de ma vie et qui, comme toutes les histoires, ont été difficiles. Il y a eu des moments difficiles, des moments plus agréables, surtout les moments où l'on trouve, quand on cherche depuis plusieurs années des choses précises et qu'on ne trouve pas, c'est désespérant, mais quand on trouve, c'est évidemment la merveille. Alors je dois vous dire
qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai trouvé, mais ça fait 40 ans que j'attendais quand même. Donc j'ai eu la chance. Et cette chance, je vais essayer de vous la faire partager. Donc je suis ici, pas tellement pour faire une conférence, mais pour faire une communication. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que j'ai inventé et je vais essayer de vous faire partager cette invention qui, à mon avis, et je ne suis pas tout à fait le seul, va bouleverser un petit peu la vision dans les temps prochains. Si toutefois, il n'y a pas de fin du monde, notre système visionnel va changer. La théorie que je vais développer, c'est celle de l'hyperimage. J'ai été obligé d'inventer ce mot parce qu'il n'existait pas et ce que je vais vous raconter n'existait pas non plus. Donc l'hyperimage, c'est simple à comprendre. Vous savez tous ce que c'est qu'un hyperespace. Un hyperespace, c'est un espace qui a plus de 3 dimensions. Une hyperimage, c'est l'image d'un espace qui a plus de 3 dimensions. Ceci étant dit, il faut montrer que ces dimensions qui sont au-delà de 3 existent et en plus qu'on peut les utiliser. Ainsi, je vous dirai que je vois et je vous aiderai à voir dans 4 dimensions. Autrement dit, je ne suis pas là pour vous montrer des images d'œuvres qui représentent des volumes ou des choses en 4 dimensions. Ça s'est fait en 1904 et je n'ai pas besoin de le refaire. Par contre, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est de vous amener, de vous conduire, de vous diriger dans 4 dimensions, de façon à ce que vous voyez les choses, toutes les choses, dans ces 4 dimensions. Ça, c'est nouveau. D'autre part, je vous rappelle que toute théorie est provisoire. Tout au moins, en attendant qu'elle soit réfutée, elle modifie la précédente. La théorie précédente, elle est simple, on la pratique depuis des milliers d'années, nous voyons en 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur ou profondeur. Ce que je vais vous proposer, c'est de voir en 4. Alors, je dis réfuter parce que toute théorie fut réfutée. Celle de Newton, par exemple, sur la gravitation universelle, il a fallu attendre 2 siècles et 18 ans pour qu'elle soit réfutée, en 1914, par Einstein. Ceci dit, cette théorie de Newton est toujours utilisée, parce que quand on va sur la Lune, et quand on ira sur Mars, on ira avec Newton. Donc. Mais disons qu'elle s'est très amoindrie. Et puisque le président de l'association de cette illustre maison nous a parlé de la couleur, j'en parlerai, vous en doutez. La théorie de Newton sur la couleur a duré 1 siècle et 39 ans. Dans le sens inverse, je vous dirais qu'une théorie de Bohr, illustre physicien danois, a duré 20 jours. Donc je suis en attente de la réfutation de ce que je vais vous proposer. La première Renaissance a maîtrisé une partie des problèmes de l'illusion de l'espace visuel à 3 dimensions, en le projetant sur 2, puisque un tableau n'a que 2 dimensions. Aujourd'hui, je suis venu vous montrer le chemin que j'ai emprunté pour passer non plus de 3 à 2, mais de 4 à 2. Je suis venu aussi vous montrer la première œuvre de l'histoire de l'art faite avec 6 dimensions mesurables. Autrement dit, j'exclus toute dimension littéraire. Je dois pouvoir mesurer parce qu'il faut utiliser. On ne peut pas utiliser une dimension littéraire. Par contre, une dimension qui est mesurable, on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Cette réunion, donc, dans ce lieu chargé d'histoire et de sens, va prendre la forme d'un événement. Vous me pardonnerez, pensez, je ne suis pas du tout paranoïaque, mais je crois savoir que c'est vrai. La vision, je le rappelle, est une fonction sensoriale. Sensoriale parce qu'elle mobilise l'ensemble de notre cerveau, qui a beaucoup évolué depuis notre origine. Et l'évolution nous dirige vers une vision, je l'ai déjà dit, mais pardonnez-moi de me répéter,
à 4 dimensions, dans 4 dimensions. De fait, nous en voyons beaucoup plus de 4. Mais nous ne savions pas rendre à la fois présentes et mesurables ces 4 dimensions. Pendant l'utilisation de cette fonction, il y a des chutes d'intensité qui se développent entre l'objet vu, autrement dit celui qui émet des ondes visuelles, et le cortex qui reçoit ces ondes. Alors là, je précise, il y a une forte discussion entre est-ce que c'est l'objet qui envoie des ondes ou est-ce que c'est l'observateur qui envoie des ondes. Je fus tenté dans ma vie d'être cet observateur. Et un mathématicien très connu m'a dit « Attention, vous allez vous prendre pour Dieu ». Donc, ne l'étant pas, et je n'ai pas du tout l'intention de me prendre, j'ai décidé donc que c'est l'objet qui envoie des ondes visuelles. Ces pertes, il y a des pertes, sont dues à notre système de vision lui-même, constitué de mécanismes neurosensoriels qui enregistrent des informations partielles, alors que d'autres mécanismes associés réalisent des opérations déductives pour interpréter et restituer l'illusion des distances entre deux objets. Il faut penser qu'il y a quelques milliers d'années, nous n'avions pas la possibilité de constater visuellement, avec exactitude, la distance qu'il y avait entre deux objets. Et que l'évolution nous a permis de pouvoir y parvenir sans aucun problème, parce que ça ne vous impose pas, n'est-ce pas, vous savez très bien voir si un objet est devant l'autre. La conception de l'espace, je vous le rappelle, est un système à 3 variables, chacune étant indépendante des deux autres. Les 3 variables, je vous le rappelle, ce sont les dimensions antiques, longueur, largeur, hauteur ou profondeur. La connaissance du monde, donc, est ni plus ni moins celle que nous donnent les variations entre ces 3 variables et, je me permets de dire, pour moi, et la lumière. Mais je suis en contradiction avec 2 mathématiciens très importants, un mathématicien anglais qui s'appelle Hinton, qui, lui, pensait, en 1896, que les variables jouaient avec le temps. À l'époque, d'ailleurs, le temps était très à la mode, et le deuxième grand mathématicien, qui est français, lui, qui est Poincaré, pensait aussi qu'il y avait 3 variables, et que ces 3 variables jouaient quelques termes. Le terme n'est pas tout à fait exact, mais je pense que c'est un peu dans mon esprit ainsi. Ces 3 dimensions jouaient avec le temps. Autrement dit, nous sommes habitués à voir les choses dans 4 dimensions, mais une temporelle. Autrement dit, si elle est temporelle, elle ne peut pas être géométrique. Quoique, vous pouvez dire que Poincaré et d'autres, notamment Einstein, lui a géométrisé le temps et nous propose un temps mesurable en mètres ou en kilomètres ou en centimètres. Je sais que nous mesurons le temps avec des secondes et des heures, mais ça n'est pas de la géométrie. Compte tenu du fait que ce qui est vu à notre gauche correspond à la droite de l'objet observé. Ma main gauche, vous la voyez à votre droite. Et inversement, bien sûr. Cette réalité, car c'est une réalité, a occasionné bien des erreurs dues à un mal-voir. Ma question fut, va-t-on continuer ? Ce qui nous interroge encore aujourd'hui, car nous ne pouvons plus dire que c'est sans importance. Et pourquoi ça a de l'importance ? Ça a eu pas beaucoup d'importance, il est vrai, jusqu'aux théoriciens des quanta. Vous savez que les théoriciens des quanta considèrent l'observateur comme un élément important de toute observation. Mais il a fallu attendre donc le milieu du XXe siècle. Donc avant, il y a eu des erreurs. Tant que la Terre était le centre du monde, de l'univers même, c'était acceptable. Mais plus aujourd'hui. Avant Galilée, la droite ou la gauche n'avait guère d'importance puisque la Terre ne tournait pas. Il en résulte
que nous nous sommes éloignés des objets au lieu de s'en rapprocher. Peut-être je rajouterai, si vous n'indiquez pas votre situation pour voir un objet, vous dites presque n'importe quoi. Car si vous observez la Terre de l'extérieur, la Terre tourne à gauche. Mais si vous regardez le Soleil, la Terre tourne à droite. Donc il faut savoir ce que l'on dit. Et c'est la même chose dans toute expérience scientifique. Il faut faire attention entre la droite et la gauche. Et vous allez voir dans le cours de mon discours que la droite et la gauche ont un rôle tout à fait essentiel. Pour observer un individu ou une chose avec le plus d'acuité possible, il faut pouvoir superposer cet individu ou cette chose avec la restitution que nous en donne notre cortex visuel. Il nous faut être l'individu que l'on observe. Imaginez cette petite révolution. C'est important pour le philosophe et c'est important pour le peintre. Parce que quand il parle de gauche ou de droite, ça a quand même un sens. Et ça n'est pas toujours pris en compte. Alors, peut-être un petit mot, parce que vous allez dire, mais de quoi se mêle-t-il ? Bien sûr, je suis un peintre. Et il faut savoir ce que c'est qu'un peintre. Alors, je vous dis tout de suite, pour moi, il y a 3 sortes de peintres. Attendez, je vais vous dire mieux. Il y a 3 sortes de musiciens. Il y a des musiciens qui font de la musique primitive, il y a des musiciens qui font de la musique de variété, et il y a des musiciens qui font de la musique savante. Même chose pour les peintres. Sauf qu'il y a beaucoup de peintres primitifs, c'est-à-dire qu'ils se prennent encore pour des enfants alors qu'ils ont été à l'école. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis à l'école, mais je ne me prends pas pour un enfant. Je ne fais pas de la musique, de la peinture de variété parce que je ne suis pas un décorateur, et puis parce que je ne sais pas. Et je me classe, si vous voulez, parmi les peintres qui font de la peinture savante. C'est-à-dire que je sais beaucoup de choses que je vais développer et qui m'ont aidé à arriver au point où j'en suis. Nous avons à ce jour le pouvoir de rendre présent un objet avec une exactitude améliorée et jamais atteinte, en faisant passer cet objet dans tous les espaces à 3 dimensions qui l'entourent, bien sûr. Alors, exemple, j'en parlerai tout à l'heure, mais il faut savoir que la géométrie d'Euclide n'a été faite qu'avec un seul espace visuel. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas qu'un seul espace visuel. Donc, la géométrie que je vais utiliser va être la géométrie de l'ensemble des espaces visuels. C'est-à-dire, lorsque vous regardez un objet et que vous tournez autour de lui sur 360 degrés, vous avez autant d'espace visuel que vos arrêts pendant ces 360 degrés où vous avez tourné autour de l'objet. C'est ce que j'ai de plus facile à vous expliquer. La théorie que j'énoncerai, comme toute théorie, doit être prédictive. Aussi, je m'avancerai à dire, pour ce qui la concerne, que c'est ainsi que le philosophe pratiquant la philosophie savante et le peintre ayant appris l'harmonie et l'orchestration d'une surface peinte verront toute chose après-demain. Car demain, c'est encore un peu tôt. Je vais vous donner un exemple pour démontrer l'existence d'abord de l'évolution et en plus de la possibilité que nous voyons, encore une fois, dans un avenir, je l'espère assez proche, dans 4 dimensions. Je reviens à nos origines. L'homme ne voyait pas grand-chose, car son système olfactif était extrêmement développé. Puis un jour, les cavernes étant toutes occupées,
l'homme a été obligé de grimper aux arbres pour se protéger des animaux, notamment. Et quand il fut dans les arbres, c'est là que la vision, le sens visuel, s'est développé. Donc il y a là une progression intense, qui d'ailleurs correspond à peu près à ce que nous voyons aujourd'hui. Autre exemple inverse. Je suis allé voir les Pygmées, parce qu'on m'avait dit que les Pygmées étaient des gens qui ne voyaient pas grand-chose, mais surtout qui avaient un talent existentiel pour sentir les serpents. Effectivement, les Pygmées sont dans un univers qui a 3, 4, 5 mètres, 10 mètres au maximum. Par contre, ils sont capables de reconnaître l'odeur d'un serpent à 30 mètres. Et c'est essentiel, parce que ces serpents tuent. Ils tombent, ils vivent dans les arbres, ils tombent, ils vous tombent dessus, et c'est la mort. Inversement, donc, vous voyez, le sens de sentir a remplacé le sens de la vision. Maintenant, je vous dirai 2 mots sur le chercheur. Il y a 2 types de chercheurs. Il y a les chercheurs qui cherchent, bien sûr, sur l'acquis, c'est-à-dire qui s'appuient sur ce qui existe déjà. Pour découvrir quelque chose de neuf, en étant ce type de chercheur, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus nuancé. Puis, il y a un autre type, dont je fais partie, je crois, qui font la négation de la chose qu'ils étudient. C'est-à-dire qu'ils commencent par dire « ça n'existe pas ». Même les choses les plus évidentes. Et il leur faut trouver un chemin qui risque de les conduire sur un bon chemin pour pouvoir avancer. Parce que finalement, je crois que le chercheur, c'est quelqu'un qui cherche à avancer. Je ne connais pas de chercheur rétrograde. Mis à part, excusez-moi, les historiens, mais ce n'est pas le même type de recherche du tout. Je parle de la recherche scientifique. Et à partir du moment donc où on nie les choses, soit qu'on n'en trouve jamais, soit qu'on en trouve, mais... Et c'est la merveille, puisque les chemins que vous avez essayés, dans la négation, vous amènent soit, comme je viens de le dire, soit à ne rien trouver, soit à découvrir quelque chose. Découvrir dans le sens de lever le couvert. Les choses étant toutes couvertes, et il faut lever le couvert pour voir ce qu'il y a dedans. Et il fallait absolument que je quitte la vision que je pratiquais depuis ma naissance. J'ai fait des expériences. Je vais vous en décrire une. Il y a là-bas, à votre droite, j'ai fait exprès d'hésiter, n'est-ce pas? À votre droite, vous avez une des 12 expériences que j'ai faites. En tout, il y en a eu 80. Au départ, il y a 3 images. Donc en haut, il y a 3 images absolument identiques, 3 rectangles rouges du même rouge, qui sont posés de façon semblable dans 3 zones identiques encore. Et ensuite, j'ai pratiqué, c'est pas la peine que je vous donne le terme scientifique, mais j'ai faussé les axes visuels. Autrement dit, j'ai utilisé le strabisme. Donc mes axes visuels étant faussés, j'ai donc regardé ces 3 images identiques et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est ce qui se passe en dessous. Alors, je vais noter là parce que c'est indiqué là-bas. À l'étage numéro 1, en dessous donc, l'expérience proposée, je ne voyais que 2 rectangles rouges. Le troisième étage, en descendant, vous avez vu, vous pouvez le voir, j'ai trouvé 3 rectangles rouges identiques, mais dont un est hors
circuit. Dans le 4e étage, toujours trois rectangles, mais il y en a un dont le rouge est doublé au centre et qui sont donc quittés la proposition d'expérience. Ensuite, vous constatez encore 3 rectangles, mais la pigmentation du rectangle central s'est déplacée vers la gauche et vers le bas. Même chose pour le 3e rectangle. Si je passe encore un étage, vous constatez que la pigmentation n'a pas bougé dans le premier rectangle, mais par contre a beaucoup bougé dans le second et dans le 3e, et s'est reporté sur le côté et en dessous. Enfin, pas tout à fait enfin. Je passe à l'étage en dessous. Bizarre aussi, la pigmentation a éclaté à partir du centre et s'est retrouvée sur les côtés. Et enfin, en bas, vous avez 3 rectangles dont 2 ont perdu la presque totale pigmentation et s'est contenté de meubler le rectangle central avec toutefois une perte de pigment. Et ça, quand j'ai eu fini ça, alors des expériences, je vous les date, elles sont du 29 juillet 1977. Alors il y en a une à 10h, l'autre à 10h05, l'autre, toujours le 29 juillet, de 10h05 à 10h30, l'autre de 10h05 à 10h30 aussi, toujours le 29 juillet, une à 10h30 et ensuite une le 7 août à 10h20. Ce tableau, qui n'est pas un tableau, qui est le fruit de l'expérience, répond à la question de Matisse, qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Est-ce que c'est le dessin ou la couleur ? Alors, je peux me permettre de répondre, c'est ni l'un ni l'autre, puisque c'est la couleur qui fait la forme. Vous pouvez le voir avec ces expériences. Et qui dit expérience dit que tout le monde peut les faire, ces mêmes expériences. Parce qu'une expérience, si elle n'est pas possiblement refaite, pas valable, bien sûr. Bien, je continue parce que je sens que je suis bavard. Ensuite, il me fallait, comme je vous ai dit, il me fallait pouvoir superposer l'objet que je voyais avec celui qui arrivait sur mon cortex visuel. C'est là que je vous parlais tout à l'heure de perte entre l'objet vu et celui qui était inscrit sur mon cortex. Donc il fallait que je trouve dans la nature l'existence, les possibilités qui me permettent de superposer 2 objets, ou plus exactement 2 objets en volume, ce qui est impossible en géométrie euclidienne. On ne peut pas superposer 2 volumes identiques, c'est pas possible. Il faut utiliser 4 dimensions. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous ai parlé de 4 dimensions dès le début de ce petit discours. Donc pour cela, j'ai travaillé sur ce qu'il y a de plus élémentaire, les algues unicellulaires. Les pouvoirs de ces algues sont de 3 sortes. Soit elles sont investies d'un rôle, par exemple celui de rester en face à face, c'est-à-dire en conflit, en attendant un phénomène que l'évolution pourrait leur imposer. Soit elles ne sont pas tout à fait semblables aux autres. Par exemple, si un seul de leurs composants a un défaut de symétrie, c'est ce défaut qui expliquerait l'interaction nucléaire faible à l'origine de certains phénomènes de radioactivité. Soit enfin, il est peut-être nécessaire à la bonne santé du monde qu'il y ait des conflits non déclarés et d'autres impossibles à résoudre à ce jour. Par exemple, ce qui m'aurait entraîné au XVIIe siècle au bûcher. Par exemple, imaginons Zeus et son semblable en face l'un de l'autre. Semblable que des penseurs appellent le diable. C'est ce qui m'aurait entraîné sur un bûcher. Mais nous ne sommes plus avant le XVIe siècle. En résumé, l'algue isolée ne
veut pas ou ne peut pas rejoindre ses semblables. Mais quand le retournement s'exécute, peut-on parler de magnétisme? De magnétisme botanique intrinsèque, en sein du mouvement interruption-renouvellement, soit une rupture moteur dans un continu qui devient l'un des deux éléments d'une force motrice, l'autre étant la rupture. Plus simplement, rupture, continue, rupture, continue, rupture. Voilà ce qui crée un mouvement. Alors je réponds oui. Parce que lié au spin, le spin c'est ce qu'on appelle un moment cinétique, c'est-à-dire qui a une correspondance avec le mouvement. Lié au spin des électrons, il est formé par un couple électromagnétique et hydrodynamique, interruption puis reprise du flux lumineux, produit une énergie qui entretient le nombre des absorptions d'ondes ou celui de leur rejet. Donc, la superposition existe bien dans la nature. Ce sont les mouvements rotatoires qui donnent la vie. Vie intimement liée à la notion de droite et de gauche. Pour deux molécules en face l'une de l'autre, le mouvement rotatoire est provoqué par la lumière, ce qui fait qu'elles sont dans la possibilité de se superposer. C'est ce que je voulais. Dans l'expérience de la séparation des cristaux de tartrate et de paratartrate, selon qu'ils avaient un angle possédant une facette à gauche ou une à droite, Pasteur, venu dans cette illustre maison, montra que les premiers déviaient la lumière polarisée à gauche, les seconds à droite, soulignant ainsi l'étroite relation entre le pouvoir rotatoire et la lumière. Pour un peintre, c'est important aussi. Maintenant, je sais qu'on peut me critiquer parce que ma façon de chercher est un peu anglo-saxonne. Même si mon maître à penser, qui fut René Thom, mathématicien, un Français le plus célèbre de la deuxième partie du XXe siècle, était lui assez opposé à la méthode anglo-saxonne. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode anglo-saxonne? C'est très simple. Là, on cherche on utilise de l'observation et on utilise des expériences pour aboutir, si vous voulez, à un certain empirisme. De nombreux travaux réussis sont empiriques, n'est-ce pas? Ne serait-ce que la découverte que la Terre tournait. C'est une façon qui est opposée, si vous voulez, peut-être à l'esprit cartésien, je n'en sais rien, mais en tout cas à la plupart des chercheurs français, parce que eux préfèrent la spéculation intellectuelle à l'observation ou à l'expérience. Je m'arrête là parce que sinon je vais encore faire un discours trop long. Alors je vais vous citer deux observations. La première, la voici. Elle éclaira mes travaux expérimentaux qui, commencés en 1977, décida de l'invention et la construction d'une structure nécessaire à une narration raisonnée avec de multiples lignes d'horizon que j'appellerai T. Le 17 juillet 1987, à 9h20 à Valcivière, dans le Puy-de-Dôme, soleil montant, je repérais une colonie naissante de moucherons dans la brume éclairée à cet endroit. Chacun de ses membres parcourait, en se dirigeant vers la lumière, un segment parallèle à celui de son voisin, suivant une trame oblique de 60 cm environ. Et brusquement, comme devenus libres, les moucherons ont débuté un ballet comportant des déplacements lents, proches de la spirale, ou extrêmement rapides, proches d'une droite. J'observais cette naissance lorsque soudain l'un d'entre eux, décidant de sa direction, fond sur un congénère à très grande vitesse, puis s'arrête grâce à un freinage stupéfiant par son immédiateté, alors que l'impact semblait inévitable. Ces moucherons étaient doués d'un pouvoir qui décidait des rapprochements, des évitements et des collisions. Cette observation ressemble beaucoup à un bombardement de particules élémentaires dans un accélérateur. J'ai constaté la même chose en Centrafrique 2 fois à l'occasion de la naissance de petites abeilles africaines,
exactement le même comportement. Et comme je suis un peintre, il fallait nécessairement que je rende compte de ce que j'avais vu, puisque finalement un peintre, ce n'est qu'un œil, je ne suis qu'un œil, même si je déborde un peu. Alors il a fallu que j'invente une structure. Je vais commencer par vous parler des lignes d'horizon, mais j'y reviendrai après. Une ligne d'horizon, c'est une ligne horizontale, comme son nom l'indique, et qui est située dans la méthode ancienne, à leur naissance donc, qui est située à la hauteur de l'œil. Mais je savais que Véronèse, par exemple, s'était pas gêné pour utiliser 4-5 lignes d'horizon. Si vous allez au musée du Louvre, et je suis sûr que vous avez été et puis vous y retournerez, il y a dans les noces de Cana de Véronèse, Véronèse a utilisé 5 lignes d'horizon, ce qui est absolument contraire à la logique de la perspective de la Renaissance. Alors, j'ai multiplié les lignes d'horizon, c'est-à-dire que j'ai levé ma tête, je l'ai baissée, autant de lignes d'horizon pour faire des horizontales, et ma personne étant verticale, je me suis permis de couper ces lignes d'horizon avec une verticale. Ainsi, j'avais obtenu une structure qui me permettait de pouvoir montrer le chemin pris par mes moucherons. Oui. Maintenant, le rôle de la lumière, vous l'avez compris, je vous l'ai signalé dans la superposition. Dans l'hypothèse où une cellule va vers l'autre, un rayon de lumière, selon qu'il sera actif pour la cellule A ou A', sa semblable, accélère le transfert des composants de l'algue A à sa semblable A'. Maintenant, quant au rôle de la durée dans la superposition, s'il nous venait à l'idée de superposer, de supposer qu'un monde non éclairé, sans première durée, sans pigments, sans être en puissance de mouvement, sans région, sans onde, existe, ce monde n'aurait d'autre dimension que son absence de dimension. Mais si dans ce lieu sans dimension, nous introduisons 2 points, A et A', A' étant toujours le semblable, 2 atomes d'hydrogène par exemple, sont semblables l'un à l'autre, ou, comme je le disais, Zeus et son semblable, mais tout ce que vous voulez où il y a des semblables, et tout, pratiquement tout, à mon avis, assemblable. Une durée se fera si l'un attire l'autre ou éloigne l'autre. Et si par suite nous introduisons une ligne joignant A et A' sur une surface, cette toute première surface de l'histoire des surfaces aura reçu la première durée entre 2 points de l'histoire des durées, si celle-ci a une histoire. Conclusion, lumière et durée ont joué un rôle moteur dans la superposition des semblables. Autrement dit, j'ai pensé que j'étais sur la bonne voie. Maintenant, supposons un voyage dans l'ensemble des espaces à 3 dimensions. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Euclide a conçu sa géométrie dans un seul espace visuel. Il faut dire aussi que la géométrie euclidienne nous indique que la ligne n'a pas d'épaisseur, ni de largeur. Elle est comme le point, une idéalité. Souvenez-vous peut-être que dans le livre premier d'Euclide, dans le premier paragraphe, Euclide indique « le point n'a pas de partie ». Et moi, je vais vous dire le contraire. Ce n'est pas que je veux m'opposer à Euclide, vous en doutez bien. Mais je suis un peintre, et si je ne vois pas un point, je ne peux pas vous le représenter. Donc il faut que je voie un point. Donc ça veut dire que si un point n'est pas pigmenté, s'il est abstrait, eh bien je ne le vois pas. Il n'existe pas pour moi. S'il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de point. Ça, c'est pour le peintre. Pour le géomètre euclidien, ce n'est pas nécessaire qu'il soit pigmenté. Il suffit de dire, il y a un point. Bien. Je vais m'en expliquer. Donc, pour un peintre, un point a une largeur. Ainsi, la ligne qu'il engendre, si ce point se déplace, aura une largeur. Si le point d'origine d'une ligne est une surface, ce point aura une hauteur, une largeur, une gauche, une droite, un pigment,
c'est ce que je viens de vous dire, à savoir un point à plusieurs parties, droite, gauche, haut, bas, etc. Si c'est un volume, le point, ben, il aura une hauteur, une largeur et une épaisseur. De même, la ligne aura une largeur, une gauche, une droite, etc. Si on examine l'embout d'une ligne, on y verra la surface du point qui, multipliée, engendra la ligne observée depuis son origine. La ligne aura la forme de son point d'origine. Donc, à forme irrégulière, la ligne sera irrégulière. Autrement dit, nous sommes très loin de la géométrie euclidienne. Enfin, très loin. Pardonnez-moi. Revenons au voyage annoncé, parce que je vous avais annoncé un voyage. Imaginons qu'un sculpteur vous fasse poser pour un monument officiel. L'œuvre achevée, vous vous trouvez face à elle. Si vous reprenez la même pose en vous mettant face à elle, votre bras droit sur la sculpture sera à votre gauche. Pour réaliser la superposition de vous-même avec son idem en pierre, il vous faudra utiliser un écran fixe entre vous et votre semblable en pierre. Cet écran servira non plus de point de rotation, ni de ligne de rotation, mais de surface de rotation. Vous prenez un point A sur l'un de vos doigts et vous le projetez sur la surface fixe en un point O. Donc, une sculpture. Votre œil regarde ce qui est derrière cette surface. Vous lancez et votre sculpture, la main, parce que j'ai choisi le point, ce point va arriver ici, par exemple. Vous mesurez la distance entre vous, observateur, et ce point, et vous la reportez de l'autre côté. Ensuite, le rayon visuel, vous le faites tourner. Le point A du départ va se trouver ici derrière en A'. Vous le faites tourner de 180 degrés et de 300 degrés. Ça veut dire de 360. Continuez pendant que vous y êtes. Et ça veut dire simplement que vous avez superposé un point ou même de l'autre côté. Autrement dit, ce que vous voyez de votre sculpture et vous-même, c'est le même. C'est exactement le même. Vous avez là-bas au fond, tout à l'heure, regardez, mais je vous le dis tout de suite. Je sais que je n'obéis pas au micro, pardonnez-moi, j'espère que vous m'entendez. Il s'agit du dessin que j'ai fait, exprès d'ailleurs pour aujourd'hui, qui est la rotation d'un cube autour de la surface que je vous ai montrée sur 360 degrés. Le cube que vous voyez avec une surface verte, c'est le cube originel. Et vous le voyez passer derrière pour revenir en rouge, puisque le cube a une surface verte et une surface rouge. Donc vous apercevez, lorsque le cube revient vers vous, c'est-à-dire lorsqu'il se superpose à l'originel, il est le, comment dirais-je, vous le voyez en train de se superposer à l'originel. Alors, ce qui me venait à l'esprit, et peut-être au vôtre, mais pourquoi vous n'avez pas fait tout? Et évidemment, si j'avais tout fait, vous auriez peut-être moins compris l'illustration. Parce qu'effectivement, nous aurions eu deux cubes absolument identiques. Ce sont les mêmes de toute façon. Autre moyen de voir 4 dimensions. Je réponds tout de suite à une question avant qu'elle soit posée. Si nous disons que l'objet vu est identique à celui inscrit sur notre cortex, vous êtes tenté de dire aussitôt que la taille angulaire de l'image d'un objet est inversement proportionnelle à la distance de l'objet. C'est optiquement vrai en géométrie euclidienne. Mais en réalité, notre cortex fait en sorte que la taille de l'objet nous apparaisse constante, lorsque la distance, il est vrai,
est courte, c'est-à-dire de l'ordre de 4-5 mètres. C'est ce qu'on appelle en optique la constance des grandeurs. Dire que la taille d'un objet est inversement proportionnelle à sa distance, c'est ignorer d'abord la géométrie analytique, c'est ignorer que Euclide a conçu sa géométrie dans et pour un seul espace visuel, c'est dire aussi que nous sommes incapables de dire si un homme à 30 mètres est grand ou petit. Vous savez bien, vous avez toujours observé, quand je vous dis 30 mètres, ça peut être 20 mètres, 100 mètres, vous savez bien, lorsque vous observez un individu, s'il est grand ou petit. Or, votre système optique vous le fait tout petit, à 30 mètres, évidemment. Mais vous savez si un homme est grand ou petit. Un homme ou n'importe qui. Oui, ça suffit comme exemple. Je pense. On verra ça après. Alors, je vous ai fait la description du cube. C'est peut-être pas tout à fait réussi, parce que, évidemment, j'aurais une caméra, j'aurais fait l'illustration de mon cube. Mais moi, vous le savez bien, un peintre n'a que 2 dimensions, lui. Il faut qu'il fasse des projets. Pour se situer dans 4 dimensions, j'ai divisé, alors là, ça correspond au tableau que je vous citerai tout à l'heure. J'ai divisé le fond du tableau en 2 régions. Une région droite et une région gauche. Et j'ai fait passer la région droite à gauche et j'ai fait passer la région gauche à droite. Le tout dans un circuit de 360 degrés. Oui. J'ai fait donc en sorte qu'elle revienne à sa situation initiale. Si je prends le personnage de gauche, tous les points que j'ai vus en le regardant ont été projetés sur une surface de rotation que j'ai arrêtée entre le personnage et le cortex du spectateur, c'est-à-dire le mien. Ces déplacements suggèrent des durées, par exemple la durée d'une vision ou celle du passage d'un point à un autre. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer quand même de vous faire comprendre la vie que j'ai menée pour trouver tout ça. Je viens de parler du temps. Autrement dit, il fallait, pour un peintre, montrer plastiquement comment lire le temps, qui constitue, pour moi, une 5e dimension. Ça peut être une 6e, ça ne me gêne pas du tout. Mais il fallait montrer le temps. C'est ce que je pense avoir réussi à faire. Mais de toute façon, à partir du moment où vous allez avoir la clé, et je vais vous la donner, rien ne vous échappera en ce qui concerne le temps lorsque vous regarderez une œuvre d'art. Il est vrai qu'il n'y a pas toujours, le temps n'est pas indiqué, puisque moi, je ne fais pas de narration comme la plupart des tableaux jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Je ne suis pas un narrateur. Moi, les tableaux sont faits pour être des machines à penser. C'est-à-dire, on ne peut pas rester indifférent à une image. Enfin, tout au moins celle que j'essaye de faire. Mais je ne suis pas le seul, hein, quand même. Alors, pour cela, il a fallu que j'utilise des ombres. Et j'ai dit que l'ombre d'un point est un point. L'ombre d'une droite est une droite. L'ombre d'un point, si ce point est rouge, il faudra que l'ombre soit verte. Si ce point est vert, son ombre sera rouge. Si c'est un rayon visuel que l'objet m'envoie à mon cortex, ce rayon visuel aura la couleur du point de l'objet qui m'est adressé. Autrement dit, si le rayon visuel est rouge, eh ben, son ombre sera verte. À partir du moment où je peux représenter les ombres, je peux compter le temps entre chaque ombre, c'est-à-dire chaque point visuel que j'ai reçu. Autrement dit, autant de rayons visuels, autant d'ombres, et pour moi, autant de distance, et pour moi, autant de temps. C'est mieux. Vous avez compris, parce que j'ai insisté, qu'un point pour moi n'est pas le même que celui d'Euclide. Et a fortiori, l'ombre de ce point
parce que pour Euclide, les points n'étaient pas éclairés. Maintenant, je vais vous inviter à regarder l'esquisse du tableau. J'aurais dû vous prévenir. Le premier tableau, fait à l'aide de 6 dimensions, est celui qui se trouve à votre gauche, près de la porte. Il faudra le regarder de près, parce que c'est un travail qui est extrêmement précis, enfin le plus précis que je connaisse. Et s'il est regardé de loin, il perd beaucoup de son intérêt. L'esquisse qui a présidé à ce tableau est à côté. Et je vous invite à regarder cette esquisse verte qui est précisément un fond. Je vous le dis tout de suite. Il faut savoir qu'il est impossible de voir 2 points en même temps. On voit un point, puis un autre. Dans une vision globale, on multiplie les points vus, mais qui sont globalisés, et vous pouvez dire ceci est une pomme, ceci est un taille-crayon, ceci et cela. Mais au départ, notre système optique, c'est un point, point par point. Autrement dit, la réalité d'un paysage, sa réalité, c'est une vision globale, c'est-à-dire un brouillard. C'est-à-dire un ensemble de points non vus, mais perçus. Vous percevez, mais vous ne voyez pas. Ou alors, vous choisissez point par point. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que notre système optique fonctionne. Et il faut le savoir. Dans la partie basse, j'irai plus vite, je reviendrai après, au-dessus, je clôture. Donc, cette esquisse, c'est la représentation de la partie gauche qui passe à droite et la partie droite qui passe à gauche. Vous avez les personnages au premier plan qui sont à votre droite. Ces mêmes personnages vont passer derrière, toujours à droite, vont passer derrière et vont faire le tour. Pas génial ça. Non, ça ne marche pas. Ils vont faire le tour et vous les retrouvez à gauche. Donc vous voyez la rotation qui est amorcée pour passer de 3 à 4 dimensions. Dans le tableau, donc, à côté, qui lui est achevé ou inachevé. Parce que si vous pourrez me poser une question, vous remarquerez, il y a des tableaux, il est marqué inachevé, tel jour, telle heure, c'est inachevé. Alors que je vous dis tout de suite la réponse, tous mes tableaux sont inachevés. Et pourquoi ils sont inachevés ? Tout simplement parce que je ne sais pas faire mieux. Autrement dit, quand je ne peux pas savoir faire mieux, je marque inachevé, tel jour, telle heure. Je reviens donc au tableau lui-même. Il s'agit je donne le titre. Le titre, c'est les femmes savantes de Molière. Alors, pourquoi les femmes savantes de Molière ? Parce que, d'abord, j'ai choisi les femmes savantes parce que ça m'intéresse, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'imbécile qui est au milieu, qui s'appelle Trissotin, que Molière a appelé 3 fois sot, c'est-à-dire Trissotin. Et ce monsieur n'a absolument aucun talent, mais par contre, il puise chez les autres sa propre poésie. Autrement dit, il travaille à la manière d'eux. Et je n'apprécie pas qu'on puisse travailler à la manière d'eux. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Aussi, pourquoi Molière ? Parce que pour moi, Montaigne et Molière, c'est le sommet de la culture française. Il y en a d'autres, mais Montaigne et Molière, ça peut s'exporter. Et les Anglais, ils ont bien Shakespeare qui peuvent exporter aussi, et là aussi, c'est génial. Donc vous voyez, je ne suis pas sectaire. Donc vous voyez la lumière dans la partie basse. Elle vient du zénith. Elle éclaire
elle éclaire donc les personnages, ces personnages que vous voyez qui ne sont pas faits avec une réalité visuelle à 3 dimensions. Chaque personnage a reçu le fameux rectangle, enfin, je prends un rectangle, mais enfin, la fameuse surface de rotation. Et d'une façon générale, dès qu'on parle de surface de rotation, on est dans 4 dimensions. Et pour vous éclairer mieux, si toutefois on quitte la surface, puisque j'ai commencé par un point de rotation, une ligne de rotation, surface de rotation. Et si on choisit un volume de rotation, je ne sais pas le faire. Mais si on choisit un volume, à ce moment-là, nous sommes dans 5 dimensions géométriques. Mais je ne sais pas le faire. Mais déjà 4, c'est pas mal. Alors, mes 2 personnages sont en train de pivoter, mes 2 personnages, mes 2 femmes savantes, puisque au milieu nous avons Trissotin, qui est représenté de la même façon, sauf que la surface de rotation, elle est face à nous. Mais par contre, en ce qui concerne les 2 femmes savantes, de part et d'autre, elles sont en train de tourner. Donc elles ne sont plus dans 3 dimensions, mais dans 4. Et c'est dommage que ça ne marche pas, ça. Ça marche. Mais moi, oui, excusez-moi, hein, je ne suis pas très doué. Vous voyez, ici, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a des lignes courbes. Que signifient ces lignes courbes? Eh bien, c'est simple. Quand le fond est en train de pivoter, il y a déplacement des choses, puisque la droite passe à gauche. Et mon regard, ou le regard en tant qu'observateur, va se déplacer de la même façon. Et ces lignes courbes sont précisément la représentation de mon regard dans l'acte de la rotation. Et c'est pour ça qu'elles sont indiquées. Je vais essayer, j'ai fait ma description comme cela, mais je vais essayer d'utiliser un autre moyen. Voilà, alors j'hésite à vous montrer cette image parce qu'il y a une déformation, par ailleurs elle est intéressante, mais une déformation due au rétroprojecteur. C'est-à-dire que les lignes de lumière, parce que les verticales que vous voyez qui passent à travers du tableau, de haut en bas, ces lignes de lumière ont à peu près, sur l'original, à peu près, pas tout à fait, même pas 1 millimètre, 8 dixièmes ou 7 dixièmes, 6 dixièmes. Alors que, ici, grâce au rétroprojecteur, ces lignes sont extrêmement épaisses. Enfin, ça vous permet quand même de voir que la lumière passe dans le tableau. Et ça vous permet aussi de voir que les personnages à droite et à gauche sont en train de pivoter et évidemment leur face devient le profil, le profil devient la face de façon à faire la rotation qui est souhaitée. Et ça, quand vous regardez ça, quand vous êtes dans cette dimension-là, vous êtes dans 4 dimensions. Vous n'êtes plus dans 3. Je ne sais pas si je réussirai, mais je le souhaite à la fin que vous ayez. Il n'y aura plus de problème. Je l'espère. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière parce que je vais vous parler de la perspective italienne. Parce que j'en parle beaucoup, mais il faut savoir ce que c'est. Et je vous parlerai aussi de la perspective nouvelle. Donc, la perspective italienne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut une ligne d'horizon. Comme on peut le voir, la ligne d'horizon est sous terre, dans ce tableau qui est là-bas. La partie basse du tableau, c'est une perspective italienne, cette partie. C'est une perspective italienne où le spectateur se trouve sous terre, c'est-à-dire enterré. C'est une perspective enterrée. Évidemment, c'est symbolique. Ça veut dire que j'enterre la perspective italienne, pour vous en parler d'une autre. Mais c'est quand même intéressant parce que vous allez voir cette partie basse
va vous éclairer sur des domaines. Nous sommes au 19e siècle, hein, là, dans toute cette partie basse, et vous allez comprendre pourquoi nous sommes encore au 19e siècle. Mais avant, qu'est-ce que c'est que l'ancienne perspective ? L'ancienne perspective avait pour but de montrer sur une surface une représentation du visible la plus proche possible de celle perçue via la rétine. Un peintre commençait par établir au-dessous de son futur tableau le plan des objets, en respectant les distances entre chacun. Ici, dans ce tableau, le plan des objets, c'est l'ombre de ces personnages. Donc là, c'est Trissotin, là, c'est cette femme savante, là, c'est l'autre femme savante. D'accord ? C'est l'ombre de ces personnages devient le plan. Et un peintre de la Renaissance faisait un plan, parce que ça aussi, il faut le savoir. Il n'y a rien, aucune peinture de la Renaissance qui, obéissant à la perspective, n'a pas été conçue d'abord par un plan. Hélas, dans les musées, on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Le seul endroit où je l'ai vu, c'est à Milan. C'était, oui, à Milan. Il y avait de magnifiques dessins de l'école d'Athènes de Raphaël, et il y avait le plan qui avait été utilisé pour la partie que tout le monde connaît, n'est-ce pas, le fameux tableau de Raphaël qui se trouve au musée du Vatican, on va plus exactement dans la chapelle du Vatican. Donc un peintre commençait par établir au-dessous de son futur tableau un plan. Pour moi, ce sont les ombres qui m'ont servi de plan. Puis il traçait une ligne d'horizon. Il choisissait un point face à lui et faisait aboutir à ce point toutes les lignes du plan qui étaient dans le sens de son regard. Autrement dit, ligne d'horizon, elle est à l'horizon, et tout ce qui part comme ça aboutissait à un point qui se trouvait sur l'horizon. C'est ça, finalement, le principe de base. Deux autres points, dits de distance, étaient indiqués sur la ligne d'horizon et permettaient de tracer les perpendiculaires. Ensuite, il y avait la hauteur, le tracé des hauteurs. Alors là, même chose, la hauteur au premier plan et la hauteur au dernier plan, c'est-à-dire à l'horizon, et c'était le point d'horizon. Et entre les deux, vous aviez toutes les hauteurs. C'est comme ça que sont conçus les tableaux de, grosso modo, jusqu'à la fin du 19e siècle. Tout ça, n'oubliez pas non plus qu'il y a des choses qui ont changé dans la mesure où il y a, pour modifier les erreurs dues à la perspective, il y a des artistes qui ont multiplié les lignes d'horizon. Je vous ai cité tout à l'heure les Noces de Cana. Maintenant, pour être plus clair, voici un tableau que vous connaissez, qui est le tableau de la Seine, qui se trouve à Milan aussi. Et c'est l'exemple pratiquement classique, mais il est intéressant parce que vous voyez le point de fuite. Le point de fuite, c'est le personnage central. Et toutes les lignes de construction, notamment architecturales, aboutissent à ce point de fuite. Toutes. Ensuite, vous voyez l'architecture du tableau. C'est-à-dire, vous voyez des lignes qui partent d'un endroit pour aller à un autre, et que cet endroit, ça n'est pas n'importe quel endroit, et que cette architecture a servi à faire ce tableau. Sans architecture, sans organisation, sans orchestration, il n'y a pas de tableau possible pour les artistes de la Renaissance. Alors, et j'en profite maintenant, je suis vraiment bavard, pourquoi les lignes transversales? Parce que vous voyez que le tableau est coupé finalement en trois parties, gauche, droite et centre, et vous voyez des lignes obliques qui vont d'un point à un autre. Mais je reviens au sens, c'est pas la peine que je suis pas là pour faire la description de ce tableau, mais simplement je vous indique que ces lignes ont un rapport très étroit avec la surface du tableau, c'est-à-dire avec sa forme.
Et ce rapport très étroit, c'est le nombre d'or. Alors tout de suite, je vous dis ce que c'est. Je vais prendre comme exemple, vous allez comprendre. Il y a, d'abord je voudrais dire, mais j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être à la fin. Une œuvre d'art doit être proportionnée. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'homme qui la juge, qui la regarde, donc il cherche à s'y retrouver. Vous allez me dire, oui, mais il y a des exemples, l'art gothique, c'est vrai. Mais là, ce n'est plus l'homme, la proportion. Mais dans le reste, c'est l'homme. Donc l'homme, l'être humain en général, doit correspondre à une proportion, et c'est là où est né le beau. Et nous sommes tous à même de juger le disproportionné. Évidemment. Ça, c'est un premier point. J'en parlerai plus tard. Deuxième proportion, c'est la proportion intellectuelle. C'est le fameux nombre d'or. Et ce fameux nombre d'or règne dans toutes les grandes constructions de l'histoire de l'humanité. Au Parthénon, par exemple. Le Parthénon est construit avec le nombre d'or. Je dis par exemple parce que, évidemment, c'est le meilleur exemple. Mais toute chose, il y a le nombre d'or. Alors, il y a un mathématicien qui a un exemple que je vais vous citer, que je trouve merveilleux. Pour savoir, parce que qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une grande dimension et une petite. Il faut que la grande soit à la petite ce que la petite est au tout. Ça vous rappelle un petit quelque chose d'ailleurs, il me semble, certain monsieur Pythagore. Et cette proportion, on ne sait pas trop exactement, car elle n'est pas géométrique, elle n'est pas mathématique, parce que c'est une disproportion proportionnée. Je m'explique. Si je prends un segment de droite et que je vous demande de couper ce segment en deux parties, sauf qu'il vous est interdit de couper au milieu et interdit de couper ce segment de droite près des extrémités. Vous allez couper ce segment de droite 2 centimètres de façon à faire une grande et une petite partie, et 75% d'entre vous la couperont selon le nombre d'or. 618. Maintenant, vous le savez, donc il ne faut pas tricher. Mais l'exemple de ce mathématicien, je le trouve merveilleux. Supposons, vous allez ressentir le nombre d'or, comme j'ai essayé, ou j'essaierai encore de vous faire ressentir la 4e dimension. Vous prenez un couple, c'est-à-dire 2 personnes qui ont décidé de vivre ensemble. Et obligatoirement, il y a des points communs entre ces 2 personnes, et il y a des points qui sont contraires, qui ne sont pas communs. Et vous sentez bien l'équilibre entre la quantité de points communs et la quantité de points de friction. Évidemment, les points communs sont très supérieurs en nombre aux points de friction. Mais ce que vous savez, ce que nous savons tous, c'est que si les points de friction augmentent, les assiettes commencent à voler. Donc nous savons, nous l'avons au fond de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, cette proportion. Et quand on la retrouve dans une œuvre d'art, on est content. Et quand on ne la retrouve pas, on n'est pas content. Parce qu'on ne se retrouve pas soi. Ça, c'est un point de vue. Enfin, c'est le mien, en tout cas. Je reviens à ce tableau. Pour expliquer l'étude à gauche de l'ombre bleue de la femme orange, l'ombre bleue étant l'ombre de la femme qui est de couleur orange, je rappellerai le principe wagnérien de la composition musicale. Tout compositeur part d'un sensible qu'il doit rendre intelligible par l'intermédiaire de sons. Rien ne l'empêche de dire que sa propre partition lui offre un nouveau sensible, pouvant engendrer un nouvel intelligible. De même en bas, à la gauche du spectacle, ou si vous préférez à la droite du tableau, l'ombre bleue a reçu 16 regards, déterminant 16 points, qui ont engendré 16 ondes visuelles, que le peintre a fait tourner de 360 degrés. De cette rotation sur 360 degrés, le même peintre a présenté
16 arrêts pendant le voyage. Un nouveau sensible est né. D'où un nouvel intelligible. À gauche du pan bleu. C'est-à-dire cette partie-là. Ça, c'est le sensible issu de ce qui est au-dessus, et ça, c'est le nouvel intelligible. Bien sûr, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Je veux dire, pardon, c'est juste, c'est exact. C'est pas n'importe quoi. C'est absolument exact. Mais nous sommes encore au 19e siècle. Je vais passer rapidement la partie centrale. La partie centrale, vous la connaissez, c'est le même sujet, sauf que au lieu qu'il y ait 2 femmes savantes, il y en a 3. Et la construction est exactement la même que celle du tableau là-bas. Vous avez exactement les parties, si vous voulez, qui servent, il y a une petite différence. Les parties, pendant qu'il y a la rotation du paysage du fond de la droite vers la gauche, je l'ai représenté de façon en bout comme ça, c'est-à-dire au lieu de faire comme ça, vous voyez cette partie simplement, vous voyez, voilà. Et là-dessus, j'ai projeté mes personnages, bien sûr. Donc, c'est différent de ce qui est au-dessus. Par contre, au-dessus, cette partie au-dessus a un rapport avec la nouvelle perspective. Alors, qu'est-ce que c'est que la nouvelle perspective? Eh bien, c'est très simple. Il n'y a plus de ligne d'horizon. Et avant qu'il y ait la nouvelle perspective, si vous permettez que j'ai inventé, au début du siècle, au début du XXe siècle, il y avait un dieu qui est mort d'ailleurs tout à fait au début, qui s'appelait Cézanne. Cézanne s'était posé la question, qu'est-ce qui se passe entre... Il n'a jamais été un impressionniste. Il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe entre l'objet que je regarde et mon œil? Et à la fin de sa vie, il a trouvé ce que c'était qu'il avait vu, qu'il voyait dans l'espace entre l'objet et son œil. N'oubliez pas que Cézanne, voilà encore parti, Cézanne, c'est intéressant, je crois, disait, je veux faire du poussin sur nature. Et faire du poussin sur nature, c'est quoi? Qu'avait dit, que faisait Nicolas Poussin? Eh bien, Nicolas Poussin faisait du Galilée. Et pourquoi Galilée? Parce que Galilée avait pensé que toute chose pouvait être décomposée en volume ou en surface géométrique simple. Toute chose. Donc, Cézanne, faisant du poussin sur nature, donc le dieu de Cézanne étant Nicolas Poussin, à ce moment-là, il a trouvé ce qui se passait entre ce qu'il voyait et sa rétine, ou plus exactement son cortex visuel. Et c'est ce qu'il nous a présenté. Ça n'a absolument rien d'impressionniste. Ce qui est important, par contre, c'est que ce qui l'intéressait, c'était la mécanique de l'impression. C'est-à-dire, encore une fois, qu'est-ce qui lui arrivait? Et à la fin de sa vie, il a dit, en voyant le portrait d'Ambroise Vollard, son marchand de tableaux, je commence à apercevoir un petit peu quelque chose. Voilà. Alors, la nouvelle perspective, il n'y a plus de ligne d'horizon. Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est que quand Cézanne est mort, Braque a fait un voyage à l'Estac, c'est-à-dire là où Cézanne travaillait. Et il est revenu ensuite à Paris pour raconter ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, à quelques artistes. Et il y en est un, je ne sais pas lequel, enfin il y en a un qui se vante, mais on n'est pas du tout sûr, enfin, d'après le père Couturier, c'est pas lui, qui a dit, et si on changeait la ligne d'horizon, si on la mettait dans la tête? Ah, ça c'est pas mal. Autrement dit, on voit, au lieu de voir les objets fuir à l'horizon, on les voit suivre dans le cerveau. Ça a été la première œuvre de l'art cubiste. Alors vous avez peut-être compris que, je vais vous dire 2 mots, et vous avez peut-être compris que, bien sûr, les objets, les paysages allaient changer totalement, c'est-à-dire que
la chose la plus près se trouvait évidemment la plus petite, à l'inverse de la perspective traditionnelle, et la chose la plus éloignée se trouvait la plus grosse. C'est le tableau qui est là. C'est-à-dire le second à votre droite, sur ce mur. Et alors, ensuite, Cézanne a donné l'idée du concept. Alors, je donne un exemple, comme Mathilda Guica tout à l'heure vous a expliqué par ma bouche, le nombre d'or. Ben, c'est très simple. Vous avez une table, il y a 4 pieds dessus. Alors, il y a un pied que je vais mettre dans la pièce à côté, l'autre pied là-bas dans l'escalier, le troisième sur la place, et le quatrième, je ne sais pas, par exemple ici, et le sous-table, je le mets au 3e étage. Question. Est-ce une table? Oui. C'est le concept de la table. Il y a 4 pieds et un dessus. Par contre, vous allez dire, ah ben non, c'est pas une table parce qu'on ne voit pas les 4 pieds, ni le dessus. Bon, c'est un schéma. Et je vous ai expliqué le cubisme en 2 mots. Autrement dit, on prend des choses et on les associe et on vous demande de concevoir les choses qui sont représentées. C'est un schéma, hein, bien entendu. Alors maintenant j'arrive à ce tableau et puis je vais l'écran, oui. Alors, ce tableau, j'ai inversé la perspective. Au premier plan, à ma droite, je pense aux Espagnols du siècle dernier, donc une résille qui, enveloppant ses couches en mouvement, résille qui se tendrait, se détendrait, se formant pour l'œil entre chaque maille des surfaces concaves et convexes, trame qui envelopperait ces couches en mouvement. À nouveau, je me suis demandé si ce grillage n'était pas ma structure T que j'avais construite avec des horizontales et des verticales. Ou bien la grille de proportion des Égyptiens, c'est-à-dire une grille qui est faite avec une dimension qu'on appelle le médius. Il y a 19 fois le médius, pour compter le canon égyptien, c'est-à-dire la figure humaine parfaite. Je me suis aussi demandé si cette grille intrinsèque, immanente, qui apparaît en fait à la sortie d'un coma, parce que nous ne la voyons pas, cette grille, mais elle est là, se retrouve aussi dans la construction en carré d'une œuvre d'art. Alors j'ai pensé évidemment à Nicolas Poussin, mais c'est vrai pour les grands artistes de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Je me suis demandé pourquoi les surfaces étaient faites avec des carrés qui étaient riches en éléments et des carrés qui étaient pauvres en éléments. Et lorsque je me suis demandé pourquoi, j'ai trouvé à savoir que le peintre, l'artiste, voulait absolument nous promener dans son tableau. Toute œuvre, avant la fin du XIXe siècle, l'artiste cherche à vous promener dans son tableau. Et comment fait-il? C'est simple, il enrichit des parties et au contraire, il appauvrit d'autres. Je me suis demandé si ce n'était pas encore ça. Maintenant, je viens... Et c'est fini. Ah. Alors ce tableau, excusez-moi, je ne peux plus le voir là. Il est là. Alors simplement, je dirais que vous avez ici la surface de révolution, n'est-ce pas? À ma gauche, vous avez c'est un procureur, le procureur Maillard, vous savez que je l'ai fait pour le théâtre, donc le procureur, c'est le procureur de la tête des os de Marcel Aimé. Et en face de lui, il y a donc le même qui est en train de pivoter pour que sa forme qui se trouve à droite, se retrouve à gauche, autrement dit, qu'il soit superposé l'un et l'autre. Et ce que simplement je voulais dire, c'est que ici, ce sont les masses d'air que vous voyez. Les masses d'air qui circulent entre les objets. Et pour représenter les masses d'air qui circulent entre les objets, j'ai trouvé précisément ce que je vous ai raconté il y a un instant, à savoir les maillages, le maillage qui est
virevolte comme ça et qui enveloppe les masses d'air. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'on représente des masses d'air entre les objets. Voilà, j'ai fini. Bon, bravo. Vous avez des questions? Je pense que... Je n'ose pas demander si il y a des questions connues, mais mais ce que je peux proposer quelque chose. Je peux proposer quelque chose. D'abord, c'est toujours pareil, ça finit toujours comme ça. Je suis trop bavard. Trop bavard. Mais et je vais avoir des reproches. Mais si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que, comme vous avez compris, ma communication, elle est écrite. Et filmée maintenant. Et filmée. Alors, il y a deux possibilités qui peuvent être jointes d'ailleurs. La première, c'est que vous allez pouvoir la voir sur YouTube, dans un délai qui est, je ne connais pas, mais je vous en ferai, je vous préviendrai, bien évidemment. Et l'autre, c'est, je peux aussi vous envoyer une photocopie de la conférence de ce soir, qui sera évidemment très réduite, mais peut-être quand même enrichie. Pensez que j'ai écrit en très gros, vous allez comprendre, écrit en très gros, il y a 17 pages. En écriture normale, c'est la réduction de 90 pages. Alors vous imaginez 90 pages, il fallait commencer ce matin. Encore une fois, bravo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie Prenez le temps quand même d'aller regarder. Je remercie aussi Monsieur le Président de m'avoir accueilli dans ces murs. Je remercie vous d'être venu me supporter. Et je remercie aussi celui qui a eu l'idée et qui est ici présent, qui est Jean-François Saboret, qui a œuvré pour que cette chose puisse se faire. Jean-François. Voilà, donc, si vous avez, je ne sais pas, des questions, c'est simple, vous m'écrivez, je vous répondrai, ça je vous le promets, je vous répondrai. Et j'essaierai d'être plus court, évidemment. C'est pas sûr. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr.